Ah, une bonne vieille polémique à l'ancienne, le genre qui vient nourrir la colère des fans au début d'une ère de domination agaçante et qui vient donner de nouveaux arguments à ceux qui n'aiment pas une équipe ou un pilote. Une polémique qui mettait en exergue une problématique contemporaine et qui entraînait une nouvelle réglementation sportive. Retour donc au Grand Prix d'Autriche 2002 et au fameux Let Michael pass for the championship number 8. Afin d'éveiller des cicatrices douloureuses chez certains d'entre vous et d'initier les jeunes à ce terrible souvenir, remontons aux années 90. La Scuderia Ferrari était en totale dérive depuis la fin des années 70. Son dernier titre pilote remontait à Jody Scheckter en 1979, et ses titres constructeurs de 82 et 83 étaient gagnés dans des années sombres suivant la mort de Villeneuve et l'accident qui terminait la carrière de Didier Pironi. Gerhard Berger avait pris quelques victoires audacieuses avant que l'arrivée du légendaire ingénieur John Barnard, puis de Alain Prost, ne permît à l'équipe de jouer à nouveau le titre en 90. Après cela, l'équipe sombra à nouveau, et Ferrari appela Luca Di Montezemolo, l'un des architectes du succès de la Scuderia dans les années 70, à la direction de l'équipe. Di Montezemolo revoit la gestion en recrutant Jean Todt, lequel décida de focaliser sa nouvelle structure en la faisant graviter autour d'éléments gagnants à partir de 96. Pour commencer, Michael Schumacher, double champion en titre, puis nombre d'ingénieurs Benetton qui avaient mené Schumacher à ces deux titres. Après quelques années à lorgner sur le titre sans jamais gagner quoi que ce soit, 1999 semblait être l'année parfaite. La voiture était non seulement bien née, mais en plus, Ferrari s'était illustré en battant nettement McLaren ou Williams dans la course au développement lors des saisons précédentes. Tout semblait bien se profiler jusqu'à ce que Schumacher ne fût victime d'un problème de frein et ne se blessa à Silverstone. C'est en 2000 que le projet connut un grand succès avec Schumacher qui gagna le titre lors de l'avant-dernière épreuve de la saison et qui mena sur une série de 5 doubles titres. Nous avons bien saisi le projet autour de Schumacher et sa réussite, mais pour comprendre la décision qui a tant fait polémique au Grand Prix d'Autriche 2002, il faut s'intéresser au poste de numéro 2 de Ferrari, qui, vous l'avez compris, n'était pas que symbolique. L'équipe fonctionnait avec un vrai numéro 1 et un vrai numéro 2, contrairement à McLaren, où David Coulthard et Mika Häkkinen, puis Kimi Räikkönen, étaient traités à égalité, même si Ron Dennis n'avait jamais vraiment caché sa préférence pour les Finlandais. Retour donc en 99 après la blessure de Schumacher. Les espoirs du titre pilote reposaient alors sur Eddie Irvine. Non, je devrais pas rire. Et les espoirs du titre de Red Bull reposent sur Sergio Pérez. Recruté en même temps que Schumacher, soutenu par Marlboro, Irvine était un pilote rapide, mais jamais du calibre de son coéquipier, et qui était bien content d'être dans l'ombre de Schumacher. Oui, il avait des voitures plus performantes que ses Jordan et allait rayonner du prestige de Ferrari, et ce serait pas lui qui aurait le plus de boulot. How big a deal is it to be a Formula One driver for Ferrari in Italy? It's only a big deal if you're doing well. And it's great for getting into restaurants, nightclubs, and Is it like a get-out-of-jail-free card as well? Yeah. You really can't. The police just will let you off any... I remember once I just bought a Lancia Delta Integrale. It was the first one I ever had. Of course, just took it out and immediately, like, they're a fantastic car. And obviously I was playing with it and seeing what it could do. And I didn't realise the police were behind me. And they were pushing like hell to keep up with me. Anyway, I backed off. Next thing, this police car came past me and sirens, arms out the window. You can imagine what irate Italian police are like. And they pulled me over and they bang on the windscreens of the car. You see the two of them bang on the windscreen of my car. And then they go... Mais lorsqu'il eut sa chance de jouer le titre, disons qu'il perdit vite pied, profitant davantage des erreurs de McLaren et Häkkinen pour rester dans le coup. On lui avait même donné son propre numéro 2,
avec Mika Salo, un pilote prometteur mais moins envahissant que des candidats qui auraient été bien plus intéressants pour Ferrari. Pour se replacer dans le contexte, Irvine était en bout de contrat en fin 99, et on avait sur le plateau Jacques Villeneuve qui galérait chez BAR, Damon Hill qui était en roue libre à attendre justement sa fin de carrière sans espoir chez Jordan, Heinz-Harald Frentzen réalisait la saison de sa vie dans l'autre Jordan puisqu'il jouait le titre profitant du bordel aux avant-postes, Giancarlo Fisichella était le plus grand espoir italien du moment et aurait été un recrutement incroyable, ou encore Jean Alesi que la Scuderia connaissait très bien. Donc c'était des pilotes qui avaient prouvé, ou qui étaient en train de prouver, que c'était pas si déconnant que ça de les mettre dans une équipe capable de jouer régulièrement des victoires et le titre, et qui plus est avec une possible extension pour 2000. Mais finalement, on a préféré mettre un numéro 2 au numéro 2. Un numéro 2 bis. Finalement, Ferrari s'effrita avec deux pilotes qui souffraient à trouver des réglages pour maximiser la voiture. Irvine annonça son départ avant la fin de saison, ce qui découragea encore plus Ferrari à l'idée de gagner un titre avec un pilote qui allait partir avec le numéro 1 potentiel dans une autre équipe, et Salo ne mit pas longtemps à se mettre dans le rythme de Irvine, au point que ce dernier reçut une humiliation publique lorsqu'en Allemagne, le Finlandais le laissa passer en début de course, et que Irvine menait le doublé avec seulement 1 seconde d'avance. I would like to go for full season. That time I was thinking I wish I had winter time to prepare for the season like that, with car like that and team like that, so it would be a totally different story. Do you think you would have beaten Irvine over a season? Oh, easily. À son retour, Schumacher détruisit Irvine et ce dernier ruina ses chances de titre avec un crash en qualification au Japon. C'était une longue digression sur 99, mais elle me semblait importante pour introduire Rubens Barrichello qui remplaçait Irvine en 2000. Et en plus, ça m'a permis de me foutre de la gueule d'Irvine. Le Brésilien était devenu le plus jeune poleman de l'histoire au Grand Prix de Belgique 94 dans sa modeste Jordan. Il s'était illustré sous la pluie lors du célèbre Grand Prix d'Europe à Donington, où Senna avait enregistré sa plus célèbre et dominante victoire, et ce même Senna qui avait adoubé Barrichello comme un de ses potentiels successeurs. Si personne ne doutait qu'il était seulement là pour vivre dans l'ombre de Schumacher, Ferrari semblait vouloir montrer que la leçon avait été retenue. Il leur fallait un numéro 2 qui était quand même un petit peu plus solide, juste au cas où. Ferrari assurait même que Barrichello avait le même contrat que Schumacher et ce dernier admettait qu'il pourrait perdre son statut de chef de file s'il se laissait battre par Barrichello. Il avait peur Schumacher. Bon, sans surprise, Barrichello confirmait qu'il n'était pas du tout du calibre de Schumacher, bien que capable de quelques prouesses, en point d'orgue sa première victoire depuis la 18e place sur la grille en Allemagne, où il effectuait nombre de dépassements audacieux et battait les McLaren en restant avec des pneus secs lorsque tout le monde s'était arrêté pour chausser les pneus pluie. La rivalité entre McLaren et Ferrari se poursuivait en 2001. Barrichello commençait bien la saison, jamais très loin de Schumacher, mais aussi victime de la célèbre poisse du numéro 2. Au Grand Prix d'Autriche, qui était la 6e course de la saison, Schumacher menait le championnat avec 8 points d'avance sur la McLaren de Coulthard. Un coup tordu du rookie Juan Pablo Montoya fit perdre beaucoup de place à Schumacher, propulsant Barrichello en tête de la course. Cependant, un brillant coup stratégique de McLaren permit à Coulthard de remporter la course, mais toute l'attention était portée sur le garage Ferrari en effervescence. On suspecte une consigne d'équipe qui est confirmée lorsqu'un micro capte Jean Todt prononcer ces célèbres mots. Barrichello est furieux et s'exécute au tout dernier moment et 0,4 secondes séparent les deux Ferrari à l'arrivée. Sans l'intervention de Ferrari, Coulthard aurait réduit l'écart à 2 points avec Schumacher. Avec la consigne, l'écart est maintenu à 4 points. On rappelle que le barème c'est 10, 6, 4 pour les 3 premiers à l'époque. Grâce à ces améliorations, Ferrari a finalement dominé la concurrence avec un Schumacher au sommet de son art pour le reste de la saison. Mais naturellement, Barrichello avait besoin de mettre les choses au clair avec Todt. Certes, il était compréhensif étant loin au championnat, il était naturel de favoriser les intérêts de l'équipe et il serait prêt à refaire de même au besoin dans la saison. Mais il voulait être certain qu'on ne lui demanderait jamais une telle chose si une victoire était en jeu. Jean Todt le rassura, sachant que les pilotes ont aussi un besoin de satisfaire leur orgueil et qu'une victoire n'est pas comparable à une deuxième place. Vous allez jamais deviner ce qui s'est passé un an plus tard. How would you feel if on Sunday you were asked to pull over when you're in the lead for Michael so that he could at least win the Austrian Grand Prix for the first time?
I don't like to read too much into the future. We wait until Sunday and then we see what's going to happen. I mean, it's no... If in life we get worried about too many things, we're burning energy and it's not worth. So let's wait until Sunday and see. L'Autriche est toujours la 6e manche de la saison, mais la donne a changé. Ferrari dominait le début de saison avec seulement Williams qui réussit à prendre une victoire avec Ralf Schumacher en Malaisie. Ouais, il y avait eu que des victoires Schumacher sur ce début de saison et des victoires de 2 Schumacher différents. Le Baron Rouge avait 21 points d'avance sur Montoya au championnat et Barrichello avait eu une poisse de tous les diables. Parti en pole en Australie, Ralf Schumacher l'accrocha au départ. Il menait en Malaisie avant de subir une perte de puissance moteur et d'abandonner. Il abandonnait au Brésil sur panne hydraulique, toujours depuis la tête de course, et il ne prenait pas le départ au Grand Prix d'Espagne où il était qualifié 2e à cause d'un problème électrique et sa seule arrivée fut sa 2e place au Grand Prix de Saint-Marin. Mais la chance tourna en Autriche où Schumacher eut des problèmes de frein en qualification et Barrichello prit la pole. Nul problème cette fois pour le poliste qui mena tous les tours, sauf un lorsqu'il s'arrêta au stand. Pourtant, ce qu'il craignait arriva. Schumacher était 2e et on lui demanda de céder la position. Barrichello refusa et se querella avec Todd, lui rappelant sa promesse faite un an plus tôt. Mais Todd ne voulut rien entendre. Les intérêts de l'équipe primaient. Barrichello ragea, il refusa d'écouter ce qu'il entendait, mais le mot magique fut prononcé indirectement. Son contrat venait d'être renouvelé, et Barrichello savait pertinemment que si Ferrari ne voulait pas menacer de le casser immédiatement, eh bien, aucune équipe ne pourrait le récupérer si rapidement, et surtout, aucune équipe ne pourrait lui offrir des podiums réguliers et des chances de victoire. Barrichello reproduisit l'image de 2001 sous les hurlements du monde entier. Les Ferrari 1 et 2 se garèrent au pied du podium sous les huées des spectateurs. Les deux hommes ne savaient pas où se mettre. Barrichello était fou furieux, mais il avait trop de caméras autour de lui pour se laisser submerger. Impossible de deviner ce qu'il se passait sous la casquette de Michael Schumacher, qui n'avait jamais ouvertement parlé de ce jour autrement qu'en langue de bois. Mais on pouvait imaginer un sentiment de gêne et d'humiliation. Jean Todt et Ross Brawn, quant à eux, restaient impassibles. Ils avaient fait ce qu'il fallait pour le bien de l'équipe. The contract that I have to obey others as much as Michael. He has on the same clause. So if I disobey right now, I just beginning of my 2.5 years of contract. So people would ask me, so why don't you go back to a team that you top? Maybe they want to give a car for me to win. I came on in the last couple of meters on the radio and said he would back off, and I didn't feel like, but then I have to be honest to say now it was probably the wrong decision to win this race. Yes, I agree. But if I had the chance to turn it around, I would probably do, but I cannot now. Suite à cette affaire, la FIA interdit les consignes d'équipe qui pouvaient influer les changements de position. C'est-à-dire qu'on pouvait donner une consigne d'équipe dans le sens où, très cher, vous avez actuellement 55 secondes d'avance sur votre concurrent, il reste 10 tours, roulez tranquille. En revanche, donner une consigne d'équipe du type « Écoute, ton coéquipier, il est sur la fin de son relais, il a moins d'essence, il va plus vite, dégage, laisse-le passer », ça, c'est interdit. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on a eu, 8 ans plus tard, quelques citations célèbres dans le stand Ferrari, notamment Fernando is faster than you. Confirm you understood that message. Et on rigole beaucoup de cela pour se moquer de Ferrari, de toutes ces choses, mais la réalité c'est que pratiquement toutes les équipes utilisaient cette terminologie ou un truc à peu près semblable pour dire « Écoute mec, laisse passer ton équipier ». C'est justement suite au Grand Prix d'Allemagne 2010, encore une fois, grâce / à cause de Ferrari, que la FIA a dit « Bon allez, c'est bon, on arrête les conneries, allez, on arrête cette interdiction, ça ne sert à rien ». C'est d'ailleurs aussi, du coup, grâce à la levée de cette interdiction, que peut-être, cette saison, eh bien, on pourrait avoir un Sergio, let Max pass for the championship. Non, je rigole, bien évidemment, je rigole, jamais Red Bull ne demandera à Perez de laisser passer Verstappen en piste. Ils n'auront pas besoin de le faire, les drapeaux bleus s'en chargeront.